L'incident causa un grand trouble dans la conscience de Youssef. Il n'ont pu évaluer immédiatement l'importance ni les conséquences. Il remarqua simplement que la réaction du contremaître l'avait anéanti. En abandonnant le travail de son propre chef, il se libéra des cauchemars que lui inspirait sa situation de journalier. Après avoir supporté la plus grande humiliation de sa vie, il prit la décision d'aller voir ce qui se passait sous d'autres climats et quitta le domaine du meunier. Le charme des débuts s'était estompé peu à peu. Il réalisa que son séjour en ville n'avait plus d'attache avec le provisoire et il choisit de quitter dignement son cousin. Youssef n'avait plus les moyens de lui payer le prix modique de son hébergement, mais n'envisageait en aucune manière d'être assisté. Son amour-propre le lui interdisait. Le chemin du quartier des chiens perdus fut finalement, oui fatalement, tout indiqué pour lui. En allant s'y installer, il avait la dérisoire consolation de ne plus rien devoir à personne. Il ne payait pas de loyer. L'unique souci était de se procurer à manger. La baraque qu'il partageait avec 2 compagnons d'infortune n'offrait qu'un confort rudimentaire. Elle avait été construite avec des planches et des tôles récupérées çà et là. En été, c'était la fournaise et en hiver, le froid implacable des hauts plateaux gelés lourds dans la casserole. Malgré les innombrables entrées d'air, ce réduit misérablement petit et inconfortable protégeait tout de même ses occupants du vent et de la pluie. Afin d'éviter le contact direct avec le sol, Youssef et ses camarades utilisaient des planches en guise de lit. Malgré de longues recherches, ils n'avaient pas réussi à trouver mieux que les planches. Un petit poêle à charbon était utilisé, aussi bien pour la cuisine que pour le chauffage. Bien entendu, il n'y avait pas plus d'eau que de sanitaire dans ce gîte misérable. Cependant, avec ses maigres économies, Youssef améliora son confort en achetant quelques vêtements, des couvertures et des ustensiles ménagers. Aux chiens perdus, ces objets étaient les signes d'une richesse manifeste. Depuis, Youssef avait la réputation d'être un homme aisé, vivant bien au-dessus de la moyenne. Dans la région, la perspective de l'emploi se détériorait inexorablement d'année en année. Il était devenu exceptionnel de travailler plusieurs jours de suite. Youssef ne put échapper à ce triste sort. Et au fil des mois, plus question de retourner au douar, les poches pleines. De désillusion en désillusion, Youssef se résigna à évoluer dans le monde ténébreux et impitoyable de la ville. Et puis, la semaine précédente, immense surprise. Son frère Brahim vint le trouver et lui annonça une agréable nouvelle. Après maintes palabres, le douar avait statué sur son sort en prenant la décision de le faire revenir. Les principaux obstacles matériels à son retour avaient été surmontés. Ainsi, Youssef aurait droit à une pièce et on lui garantissait en même temps une petite rente pour subsister en attendant d'y voir plus clair. Youssef ne put donc émettre aucune objection. On lui accordait presque tout ce qu'on lui avait refusé auparavant. Brahim lui fit comprendre aussi que l'oncle Rabat envisagerait même de lui accorder la main de sa fille, la toute dernière. Mais il ajouta que la discrétion était de rigueur puisque c'était uniquement une rumeur. Personne en effet n'avait entendu Rabat évoquer en public l'éventualité de ce mariage. Les premiers jours, Youssef eut réellement des difficultés à comprendre ce qui lui arrivait. Il faut dire que peu de familles pouvaient se permettre le luxe d'offrir à l'un de ses membres ce qu'on lui assurait. Youssef en était parfaitement conscient. Pensez donc, une vraie maison, la garantie de manger tous les jours à sa faim parmi les siens. Il avait là de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel habitant du quartier. Et cette proposition ne pouvait mieux tomber.
La ville avait cessé d'être un palliatif à la misère des campagnes. Malgré cela, et défiant toute logique, les gens continuaient d'affluer dans ce quartier sordide. Ils abandonnaient une douce misère pour plonger dans un monde de déchéance. Il était naturel que ceux qui parvenaient encore à demeurer dans leurs doigts s'estiment heureux et privilégiés. Au chien perdu, la misère avait introduit son cortège de décadence. Sans se soucier des lendemains, les couples faisaient des enfants à n'en plus finir. Plus la précarité augmentait, plus les actes inconsidérés proliféraient. On faisait des enfants en présumant de la grâce de Dieu. Dans le tas, estime-t-on, il y aurait bien un garçon qui sauverait la famille de la famine. En confortant ainsi leur espoir, les gens acceptaient leur sort et la misère devenait plus humaine. Youssef convient que c'est un privilège rare de pouvoir s'en retourner vivre auprès des siens. Sa famille met un terme à une expérience lamentable et tout à fait inutile. Il est fier de constater qu'elle ne l'a pas oublié. Pourtant, des relents de méfiance acquise en ville l'incitent à modérer sa satisfaction. Il est foncièrement agacé, mais ne sait pas pourquoi. La marche commence à calmer son esprit embrouillé. Les pensées agitées se démêlent lentement. Dans le fond, se dit-il, la situation est limpide. On me propose la réintégration du giron familial et il n'y a pas grand-chose à ajouter. En de pareilles circonstances, les états d'âme ne doivent pas être pris en considération. D'autre part, il n'y a rien à redire. La famille détient tous les droits. À moins de manifester un comportement inepte et de s'exclure volontairement de la communauté, on ne se rebelle pas contre cet état de fait. Si le pouvoir de la famille est immense, il est néanmoins assez flexible pour que chacun s'en accommode. La possibilité est offerte à chaque individu de négocier les modalités d'application d'une décision familiale. Youssef sait donc qu'il doit d'abord s'exécuter et qu'il avisera ensuite. De plus, il faut être réellement insensé pour refuser ce qui lui est proposé. Il n'a pas le choix. Le doigt lui demandera probablement des contreparties, mais qu'importe, sa situation le contraint d'accepter sans faire la fine bouche. Mais alors, pourquoi son esprit le torture-t-il ainsi? Il va au douar très embarrassé. Quelque chose le chiffonne. Et il n'en trouve toujours pas la raison. Dieu que le destin est imprévisible, pense Youssef. Si ce qu'on lui a proporté se révèle exact, il y a franchement de quoi sourire. Rabat, le grand rabbin, lui donnerait peut-être sa fille Nadia en mariage. Certes, cette fille n'a que 14 ans, et le mariage ne se fera pas célébrer, pas avant plusieurs années en tout cas. Mais tout de même, Rabat l'a préféré, lui, Youssef, à tous les autres. Et rien que cela, c'est déjà extraordinaire. Car Rabat n'est pas le premier venu, pas plus au douar que dans la région. Rabat est pour ainsi dire une institution à lui tout seul. C'est l'homme le plus influent et le plus riche que le douar ait jamais connu depuis sa création. C'est du moins l'avis de certains anciens de la famille. En l'espace de moins de 20 ans, Rabat a réussi le tour de force d'imposer ses vues égocentriques à l'ensemble du douar. Il est l'homme des révolutions tranquilles, celui par qui l'embroglio juridique français par exemple a écarté le droit coutumier. C'est Rabat en effet qui a introduit le premier l'arsenal juridique colonial dans les affaires du douar. Pour tout dire, il a mis ses affaires à l'heure coloniale. Avant l'arrivée des colons, les terres étaient toutes sous le régime de l'indivision et gérées par le douar. La jouissance d'une terre par une famille n'était pas une donnée immuable.
Chaque année, la coutume voulait que les choix précédents soient revus et que l'attribution des terres soit entièrement revisée si nécessaire. Toutes sortes de considérations entraient en ligne de compte pour modifier les précédentes attributions. Le rendement des sols, l'augmentation ou la diminution du nombre de personnes dans une famille faisait partie, entre autres, des motifs justifiant la redistribution. Après la venue des colons, tous les douars furent amputés de leurs meilleures terres. Celles-ci furent adjugées aux fermiers européens. Puis, sous la pression des autorités coloniales qui estimèrent l'indivision néfaste au développement de l'agriculture, des paysans exigeaient, comme la loi le leur permettait, de vendre leurs parts. Cette loi, à laquelle faisaient référence les paysans, date du temps des grands-parents de Youssef, c'est-à-dire des débuts de la colonisation. Elle stipule que tout propriétaire de biens dans l'indivision peut exiger d'en sortir sans autre formalité. La procédure consiste simplement à mettre le bien commun en vente publique et à recevoir sa part de la somme ainsi obtenue. La tentation fut grande pour de malheureux paysans qui virent là un moyen rapide de gagner de l'argent. Mais ils ne comprirent que trop tard la volonté secrète et l'esprit malin de cette disposition juridique. Les colons, la loi ayant été conçue à leur intention, profitèrent de l'aubaine pour démanteler les terres des douars en les achetant à vil prix. Il faut bien admettre que cette loi est particulièrement perverse. Elle aboutit ainsi à des situations injustes pour le paysan. Pour conserver sa terre, il faut parfois l'acheter au préalable afin de prouver aux fonctionnaires zélés que son bien n'est pas dans le domaine public et que l'on en est bien le propriétaire légitime. Et ce n'est pas une mince affaire que de le démontrer, l'usage des actes légaux n'ayant jamais existé dans le pays. Combien de paysans ont été dépossédés, faute de pouvoir présenter un acte de propriété. La suite demain, à la même heure. Merci de penser à vous abonner.